Bonsoir et bienvenue à tous. Ce soir, à l'AMI, donc l'Academy of Minimally Invasive Implantology, qui avait été créée en 2017 par la société InnoBiosurge pour faire connaître et enseigner à travers le monde entier les techniques chirurgicales minimalement invasives en implantologie. Donc ce soir, j'ai le grand plaisir de revoir le docteur Eric Creighton, qui est un implantologue exclusif au Vésinet en Île-de-France, qui a plus d'une quinzaine de DU et de CES à son titre, et qui est un grand passionné du minimalement invasif. Donc, Dr. Creighton, bienvenue, bonsoir. Euh, Par contre, est-ce que j'ai une question? Parce que l'implantologie minimalement invasive, on a vu avec le docteur Lafont, le docteur Baraco, le docteur Dougnac, euh, les principes, mais il y a une chose, je crois, qui est essentielle dans le travail d'un dentiste, c'est évidemment l'extraction et comment remplacer la dent après. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire une extraction et une implantation dans la même séance suivant des techniques minimalement invasives? C'est tout le sujet de la présentation d'aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est le sujet de la présentation d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qui se passe quand on extrait une dent et qu'on essaie de planter un implant en même temps. En général, on y arrive. Harold, je sais comment on peut passer les diables. Ah, voilà, je clique là. Bien, donc, c'est vrai, comme Harold l'a dit, j'ai quelques diplômes à mon actif. Ça m'a permis de m'ouvrir un petit peu l'esprit sur différents aspects de l'implantologie et du métier en général, quoi. Et puis à côté de ça, comme je suis assez passionné pour communiquer et transmettre, j'ai fait aussi quelques confs à droite à gauche. Bien, donc le minimalement invasif, ben, c'est dans l'air du temps. On voit plein de publications dans notre métier qui concernent le minimalement invasif. C'est employé tous azimuts. Et c'est vrai qu'il y a une demande, aussi bien des patients que des praticiens envers ce genre de pratique. Au cas d'abord un état d'esprit à avoir, c'est-à-dire qu'il faut, pour faire du minimalement invasif, il faut intégrer tout un tas de données. Et il y a des gens qui sont très inspirants là-dessus, comme par exemple Watson, pas Watson, plutôt Holmes, qui détecte tout, quoi. Quand il voit quelqu'un, ben, il va pouvoir lui dire où est-ce qu'il a été mangé, quel est son coiffeur, quel est son bottier, son chapelier et tout ça, quoi. Donc, c'est quelqu'un qui se démène beaucoup, mais qui a un raisonnement très intégratif. Et derrière Holmes, Sherlock, il y a aussi Mycroft. Et Mycroft, c'est un type très brillant, mais très feignant. Donc, et pour lui, il essaye de limiter un maximum les gestes et pour un maximum de résultats. Et j'aime beaucoup Mycroft. J'aime bien les frères Holmes. Je trouve qu'ils ont une façon d'envisager les choses qui est très constructive. Et de là, ben, il y a un autre garçon qui a très bien réussi dans la vie, qui s'appelle Bill Gates, et entre Sherlock et Mycroft, il va plutôt choisir Mycroft parce que Mycroft, il va trouver une méthode simple pour faire le boulot. Et dans le minimalement invasif, il y a ce côté minimaliste, aussi bien dans le geste qui va être fait auprès de nos patients, mais aussi dans l'économie de gestes de notre part. C'est-à-dire qu'avec le minimalement invasif, finalement, on va travailler beaucoup moins, hein. Mais il faut savoir ce qu'on fait. Voilà, donc ben voilà un autre de mes mentors, hein, c'est MacGyver, ça a été longtemps mon surnom. Et je trouve aussi que c'est un garçon brillant parce qu'il cherche des moyens à partir de solutions, d'outils très simples pour arriver à de bons résultats. Voilà, donc le thème aujourd'hui est l'intérêt de l'extraction implantation immédiate. Donc, vous connaissez ce garçon, Thomas Linkevičius,
qui a mis au point, qui a fait un bouquin qui s'appelle Zero Bone Loss Concept. Il fait des formations tout le temps, il est très souvent intégré dans des séminaires. J'ai encore vu il y a 15 jours. Il va nous faire sa base avant tout, c'est de ne pas perdre de l'os. Et pour ça, c'est d'implanter le plus tôt possible. Et le plus tôt possible, ben, c'est au moment de l'extraction. Donc, finalement, le site de l'implantation, c'est très stratégique. C'est un endroit où on sait que c'est là qu'il faut poser l'implant. Et en général, à moins que ça soit une multiradiculée, l'anatomie d'une racine est pas très très loin d'un implant racine. L'évasement qu'il va y avoir en haut au niveau gingival, ça va nous donner l'évasement de la prothèse. La stabilité initiale va être peut-être un petit peu plus délicate à obtenir, mais bon, on a des moyens d'y arriver. Et on va forcément se placer le mieux possible dans l'axe de l'ancienne racine. Et donc, ça va permettre d'être centré sur la prothèse et l'os à la fois, et d'être peu invasif. Bien. Le Magicor, il a des avantages dans cette chose. C'est un implant qui a une bonne stabilité initiale. Il va avoir des spires plutôt larges, ce qui va lui permettre de s'ancrer en latéralité sans être très invasif. Il va y avoir beaucoup de possibilités de choix au niveau de la hauteur transgingivale, ce qu'on appelle le cuff. Vous pouvez avoir des défauts osseux suite à l'extraction qui vont être plus marqués en vestibulaire et moins marqués en palatin. Donc, si vous manque 5 mm d'os en vestibulaire, ben, vous pouvez prendre un cuff beaucoup plus long. La forme de concavité du cuff, donc de la partie, c'est un implant, comme vous voyez sur l'image, l'implant Magicor, on le voit là, parce que Oui. Ouais. L'implant Magicor, c'est un tissu level, donc il va avoir une hauteur transgingivale, et c'est à variable. Et il va y avoir une concavité. Et cette concavité, elle a été montrée comme très nécessaire par aussi bien Marwan Das que par d'autres pour le creeping de la gencive autour de la future couronne. Donc, lorsqu'il fait une couronne provisoire, il va nous faire exactement la même forme que l'implant Magicor. Peut-être qu'il va la rendre un petit peu plus oblongue puisqu'il le fait. C'est pas quelque chose d'industriel, mais la forme reste la même. L'intérêt aussi de la connectique, c'est qu'on va avoir quelque chose qui ressemble à un multi-unit et sans le lien entre le multi-unit et l'implant. Et finalement, un multi-unit qui est peut-être encore plus pratique à utiliser et plus polyvalent que le multi-unit qu'on peut trouver chez Straumann ou surtout chez Nobel. Bien, donc, je vous parlais de cet implant Magicor et ce qu'il a de particulier, c'est qu'il a un poste, donc l'endroit où on va poser la couronne, qui est très haut et relativement gros, puisqu'il fait 4, 4,5 ou 5,5 de diamètre en fonction de l'endroit où on veut le poser. Mais le corps, il va être tout petit. On a un diamètre de l'implant qui fait 2,2 pour le plus petit. Et le forêt, il est un chouïa plus gros. Alors, ça peut vous étonner parce que d'habitude, les forêts sont un chouïa plus petits que les implants. Mais comme chez IBS, on cherche avant tout à être minimaliste au niveau de l'invasivité, on va avoir quelque chose d'un petit peu plus gros, de façon à ce qu'il n'y ait pas de frottement de l'implant sur l'os. Et si l'os est très dense, on va utiliser des trépans pour améliorer la pénétration des spires. Donc, c'est un implant qui ne tient que par des spires très, très fines, mais relativement larges. Donc, la finesse des spires et leur espacement permet d'avoir une vitalité osseuse particulièrement intéressante et très favorable, ce qui fait que vous pouvez poser un implant dit diamètre 3 ou 3,5, mais en fait, c'est le diamètre extérieur des spires, avec seulement 4 mm d'os, parce qu'il ne nécessite pas énormément d'os autour de lui, du fait que les spires ne sont pas agressives et laissent la vitalité osseuse entre, contrairement à beaucoup d'autres implants.
pour pouvoir le guider, chez IBS, ils ont inventé, c'est en fait un trépan. Et donc, on peut le guider avec un pin qu'on pose avec un petit forêt de 1 mm, comme sur cette image. Alors, je vous disais tout à l'heure, lorsqu'on a un os qui n'est pas de la même hauteur en mésial et en distal ou en vestibulaire et en lingual, on va choisir un cuff qui va être en fonction de cette hauteur. Donc, on va le mettre plus long pour que ça n'écrase pas au niveau de l'os qui est haut. Là, par exemple, si vous avez une distance entre la gencive marginale et le niveau osseux qui va être de 3 ou 4 mm, on va utiliser une hauteur transgingivale de 2 ou 3. Et puis, si on a quelque chose de plus long, ben, on va chercher une hauteur plus importante. Voilà un exemple très simple. Vous avez deux dents à extraire. Eh bien, sur la première, on se retrouve avec une hauteur nettement plus faible que sur la 7 et on va choisir une hauteur transgingivale plus petite. Traduction Voilà, donc l'exemple mis en pratique. Donc, vous avez deux dents extraites. Le jour même, on va poser deux implants. Donc, il y en a un qui va être ils vont être mis dans les racines mésiales. Et vous voyez que le premier, il a que 2 mm de hauteur transgingivale, alors que le deuxième, on a 5. Voilà l'aspect final. Finalement, on se retrouve avec ces multi-units qui sont intégrés à l'implant. C'est-à-dire, il n'y a pas de… ces monoblocs, quoi, qui vont être à peu près à la même hauteur gingivale grâce à ce cuff qui va créer une croissance de la gencive et un maintien de la gencive tout autour. Alors, vous voyez que par rapport à un multi-unique classique, on a une inclinaison des bords qui est moindre. Et à l'intérieur du multi-unit, on va avoir un hexagone de calage et une profondeur. Et si on veut, on peut même visser un petit peu plus bas ce qu'on va mettre sur le multi-unit. Donc, ça a tout un tas d'intérêts au niveau prothétique, mais ça fera l'objet d'un autre séminaire. Donc, voilà le résultat final. Donc, peu de temps après la pose de la prothèse, et petit à petit, on va retrouver l'os fibreux qui va s'ossifier de plus en plus. Donc, voilà l'état de l'os ici lors de la pose. On le voit, la corticalisation qui commence à s'opérer et l'os qui a bien repoussé partout au niveau de l'implant. Et même, on voit ici que par rapport au spire, on a une croissance osseuse qui est quand même assez fantastique au-dessus. Bien, alors, on peut se dire que, étant donné qu'on a des spires qui sont, finalement, l'implant n'est pas compressif, les spires ne sont pas si nombreuses que ça, elles sont très espacées, eh ben, ce n'est pas pour autant qu'on va perdre une qualité d'ostéo-intégration parce que la surface développée va être très importante. On peut dire que quand on a 80% d'os autour de l'implant, on peut très bien mettre en charge à 3 mois. Et si on n'a plus grand-chose, moins de 50%, il vaut mieux attendre 6 mois. Voilà quelques cas cliniques qui m'ont été fournis par IBS. On passera sur les miens peu après. Donc ici, oui, il y a quelque chose de particulier en implantologie coréenne. L'implantologie en Corée est magnifique. C'est des gens extraordinaires, les Coréens. Ils sont capables de réfléchir en long, en large, en travers et dans la 4e dimension. Et ils ont des solutions extrêmement innovantes, et en particulier chez IBS. Ce qui se passe, c'est que l'implantologie est assez récente en Corée, puisqu'elle date elle a commencé à vraiment se développer en l'an 2000. Avant, ils utilisaient des implants européens ou américains. Et ils ne s'en servaient pas beaucoup. Donc, c'est un pays qui a une forte croissance depuis 2000 et ils se sont mis au niveau des standards occidentaux, quoi. Et ils n'avaient pas tant que ça de pertes osseuses et ils ont des sinus souvent moins procidents, ce qui fait qu'on se retrouve souvent avec des quantités d'os plus importantes en Corée. Et on verra par rapport aux images que je vais vous passer au début, dire ouais, c'est facile, il y a plein d'os. Ben, vous allez voir que c'est pas tellement le sujet. Le sujet, c'est
qu'est-ce qu'on fait pour récupérer des solutions avec ces agressions bactériennes autour de dents infectées. Donc voilà, une dent qui a été extraite, on la vire, on fait un forage. Alors le forage se fait avec, là c'est un, on ne peut pas utiliser les pin guides sur ce type de solution. Enfin, on peut, mais c'est un peu compliqué, il faut le mettre en biais. Mais on peut aussi utiliser des forêts assez classiques et des systèmes d'expansion. Voilà leur kit d'expansion, c'est bien foutu. C'est un truc, on monte différents systèmes qui sont bien calés sur une tige guide et on tapote dessus et puis ça crée de l'ouverture. Il y a différents diamètres en fonction du type d'implant qu'on peut utiliser. Voilà aussi quelque chose d'intéressant. Je vous parlais des pins tout à l'heure. Donc, il y a toute une série de pins ici qui correspondent au diamètre de l'implant des très fines creuses qui sont ici. Et c'est avec ce forêt-là qu'on met les pins. Ici, à cet endroit-là, c'est d'autres systèmes d'expansion. Là, vous avez les trépans. Ici, vous avez les guides trépans. Donc, c'est rarement utilisé, mais vous verrez tout à l'heure que ça peut être utile. Et ici, vous avez ça permet d'éviter qu'il reste des petits fragments osseux dans le fond. C'est pour bien aplatir le fond. Et ça peut être utile pour poser ces petits tiges de guidage. Voilà, donc là, par exemple, on utilise l'expanseur dont je vous ai parlé. Et ensuite, on se met en place en tapotant. Et puis, on fignole avec un forêt. Donc, le 3-3, c'est pour un implant dit de diamètre 4-4, alors que le corps fait 3-2. Voire 3, peut-être un peu moins. Voilà, ben voilà, non, il fait 2,7. Diamètre du corps, 2,7. C'est celui-là. Et donc, on se retrouve avec une tête prothétique, le multi-unit intégré, 4 ou 4,5. Voilà comment ça se passe. Ben, la dent a été extraite. On poursuit dans l'axe en fonction du code BIM. On va passer la très fine ou l'expanseur et puis ensuite on met un implant au milieu. Donc là, on a l'impression que l'os est très fin sur l'extérieur. Faut savoir que ici, il va y avoir de l'os qui va pousser. Bon, si on est un petit peu inquiet, on peut rajouter de l'os par la technique Pocket dont on a parlé au cours d'un autre webinar. Donc là, l'implant, bien sûr, il va être enfoncé un petit peu plus. Voilà la technique de pose. Donc, on pose l'implant. C'est donc un implant qui a un corps de 3, enfin de 7, et des spires qui vont à 4 de diamètre. On va utiliser un cuff un petit peu long pour permettre à la gencive de bien être aspirée tout autour et créer un gros manchon de gencive kératinisée et de tissu conjonctif par en dessous. Donc, on ne met pas le poste trop haut pour ça. Après, il y a des notions de positionnement esthétique ici qu'il faut prendre en compte. Voilà, au final, l'implant mis en place. Donc, vous voyez qu'il a été mis un petit peu en... L'impact initial, il était par là. Et plein d'os à pousser sur l'extérieur. Voilà la radio en post-extractionnel. Et puis, on va la voir sûrement un petit peu plus loin. Voilà, couronne en place. Et vous voyez que l'os s'est bien maintenu autour des spires et même déborde largement. Et voilà l'aspect esthétique. Bon, on pourrait gloser en disant ouais, non, mais là, ça devrait être un petit peu plus haut. Mais en fait, non, c'est là que ça devrait être un peu plus bas. Là, on a une belle intégration esthétique après. Voilà, donc les recommandations pour cette technique minimalement invasive, c'est de jamais ouvrir le lambeau buccal, donc toujours faire du flapless. Si possible, vous préservez les 2 mm d'os entre l'os vestibulaire et l'implant, sinon on fait un comblement en poche. Et puis, on utilise un implant plus petit et plus étroit que l'alvéole d'extraction et on cherche avant tout un ancrage apical. Donc, de façon à ce qu'on ait quelque chose qui soit bien stable et puis ensuite, on comble avec de l'os. Je vous montrerai un petit peu plus loin comment on pratique ça. Voilà un autre cas clinique, donc toujours une 12 atteinte de paro importante. Donc, voilà, là, dans ce cas-là,
comme on était bien dans l'axe, on a pu utiliser le pin guide et on va faire on va passer le forêt autour. Et on peut rajouter un petit peu de greffe, on peut faire un peu d'expansion. Enfin, on a tout un tas de moyens techniques pour améliorer les choses. Une fois qu'on a fait tout ça, ben, on rajoute l'implant et on peut maintenir l'espace en rajoutant de l'allogreffe. Voilà l'aspect final. Donc, les bords gingivaux ont été rabattus autour de façon à éviter toute fuite de matériaux. Voilà l'aspect final et provisoire. Et, enfin, non, c'est pas la provisoire, c'est la couronne en place. Contrôle des panoramiques. Et voici un autre cas ici. Donc là, on a un souci du côté de la 16, du côté de la 15 et voire même de la 14. Et donc, on va s'occuper de virer tout ça et puis de remplacer ça. Voilà, en pré-op, on se rend compte que l'implant 16, il va pas bien, il est en périimplantite. Et la 14, ben, il a une parodontite apicale. Donc, au niveau du cone beam pré-op, voilà les défauts. On voit même que l'implant est fracturé. Donc, on dégage tout ça. Vous remarquez qu'il n'y a aucun lambeau. Et ensuite, on va poser nos implants dans les alvéoles d'extraction après décontamination. Ils sont posés sans greffon. Et donc, évidemment, il y a des hiatus dans ces cas-là. Mais ça va pousser parce que le Magicor, pas le Magicor, le poste est très protecteur des tissus sous-jacents. Et voilà, au cours de l'évolution du temps. Bon, vous sentez tout de suite que c'est coréen parce que chez nous, on ne ferait jamais 36 000 cone beam toutes les 3 semaines comme ça. Et voilà les aspects progressivement de maturation gingivale. Et donc, au final, il y a eu un bridge de fait. Et on voit que petit à petit, l'os fibreux se transforme en os aversien, normal. Et voilà les vues progressivement, l'évolution de ce qui se passe. J'en ai mis là-dessus. Hein. Hop. Bon, vous avez le droit de râler si ça va trop vite. Hein. Bien. Donc, pour les molaires maxillaires, on place, voilà les recommandations, on place plutôt dans l'alvéole palatine si on ne peut pas le placer dans l'os interceptal et on cherche à améliorer la situation grâce aux techniques décrites d'expansion, ou aussi bien dans le sens vertical que dans les sens latéraux. Et bien sûr, vous connaissez tous la capacité d'ancrage de la corticale saucinusienne, donc on n'hésite pas à pousser un petit peu. Voilà, donc ça, c'est le cas idéal qu'on rencontre quasiment jamais, mais ça peut arriver. Sinon, on pose plutôt dans le palatin. Voilà un cas clinique. Donc, une dent qui est très douloureuse au niveau de la 16. On voit bien qu'il se passe quelque chose en postérieur. Finalement, il y a une poche, il y a une lésion interradiculaire et on décide de l'extraire. On a un petit septum, donc on va en profiter pour mettre un pins et puis on va se faire guider par le pins. Là, on le voit un petit peu de travers, mais c'est pas grave, ça se redresse, on peut facilement le manipuler. Le pins est en place et on passe la tréfine et on voit on peut faire un petit peu d'expansion pour retrouver un petit peu plus d'os en le repoussant. Et ensuite, on va utiliser un implant. On est en Corée, donc on utilise un implant de 11 mm parce qu'il y a de l'os chez eux. Et voilà le résultat progressivement au bout d'un mois. Et l'aspect osseux de l'implant. Donc, bon, on pourrait critiquer la position, il est un petit peu en biais, mais bon, ça va le faire parce que la tête, elle pardonne énormément de choses. Et voilà, donc on a rusé en faisant une espèce de petit boule. C'est des trucs coréens, c'est pour ça qu'il y a du métal en haut et ça permet de bien passer les brossettes s'il y a besoin. J'aurais un petit peu honte de faire ça. Mais bon, en tout cas, c'est faisable. C'est culturel. Voilà. Donc, pour les molaires mandibulaires, maintenant, on va faire ça
on va se placer de façon le plus parallèle possible à la plaque linguale, à la plaque osseuse labiale, tu veux dire vestibulaire. On se met parallèle à l'os septal de la racine médiale. Zut, j'étais trop vite. Le long de la pente de la racine distale sur l'os interseptal. Il y a plein de positions possibles, quoi. On va en voir quelques-unes. Voilà, donc si on se met dans une racine, ben on forme dans la racine, on met l'implant et puis on rajoute ce qu'il faut par derrière. Alors, on descend un petit peu le cuff, le poste, de façon à ce que nos lames osseuses qui sont texturées soient en intra-osseux. Voilà un cas. La racine mésiale est favorable au niveau position, donc on va poser dans la racine mésiale. Et que si on posait dans la racine distale, ça serait moins favorable. Voilà l'aspect de l'os. Une petite racine sympa. Donc, on ne s'embête pas. On passe l'extraction difficile. Ouais, bon. Qui vient de chez nous. Voilà, l'implant en place et puis guérison progressive de l'espace. Alors, on pourrait se dire, mais comment est-ce qu'on gère cette situation tout autour là? Ben, on va voir un peu plus loin. Suspense. Voilà l'implant en place et la prothèse en place. Donc, une série de clichés qui vous permettent de comparer l'état osseux entre la pose et le moment de la mise en place de la prothèse. Avant et après. Et donc, on voit que l'os s'est amélioré tout autour. Donc, il y a une reprise de carré ici. On se retrouve avec, bon, il y avait sans doute aussi une perfo, il y a une lésion interradiculaire et donc une carie par derrière. Donc, il faut dégager ça. On fait une séparation de racines toujours pour être le plus clean possible et pouvoir ôter la dent en traumatisant au minimum l'os. Et là, on a un septum assez grand. Alors, on va poser le pins au milieu. Il n'y a pas de déviation du fait du pins et on peut vraiment rester bien centré sur le septum, ce qui est très difficile à faire avec les autres systèmes implantaires. Donc, vraiment, le pins m'a vraiment révélé des solutions tout à fait extraordinaires, au point que j'ai certains correspondants qui ne supportent pas que je leur mette autre chose que des implants dont je ne citerai pas le nom. Eh ben, j'utilise ma trousse IBS pour leur poser. Voilà l'aspect des tissus progressivement avec la maturation. Vous voyez qu'au bout d'un mois, on est vraiment quasiment complètement fermé. Et ça, c'est un petit peu particulier à cet implant-là, grâce à son cuff, enfin, cette forme entre l'espire et le multi-unit. Voilà la radio post-op. C'est quoi la matière qui a été utilisée? Tu es bien curieux, tu vas attendre un peu et tu vas le savoir. Voilà, donc on va avoir un peu de creeping le long de cet implant et tout va rentrer dans l'ordre. Ici, ça va s'ossifier et la gencive va remonter grâce au poste. Voilà, et je suppose qu'on doit avoir une photo un petit peu plus loin. Voilà l'état 6 mois plus tard. Eh ben, on l'a pas, mais c'est pas grave. Voilà, maintenant on va parler de choses qui sont plus personnelles. Voilà un premier cas où je me suis essayé à l'implant de 3 mm d'IBS. À l'époque, j'avais pas encore tout à fait, j'avais pas toute l'imagerie qu'on peut avoir maintenant, donc j'utilisais des implants approchants. Pour les aficionados, c'est un implant Obi chez ETK, ça. Mais donc, c'est juste l'image. J'ai pas mis un Obi, j'ai mis un ETK, j'ai mis un IBS, 3 mm. Donc, il est rentré dans l'espace et on a pu tout de suite faire une dent provisoire dessus. Voilà un autre cas. On avait une racine qui n'était pas exploitable et on a posé tout de suite un implant. Et c'était là encore pas un 3 mm, mais un 3,5 avec une tête de 4, c'est hyper solide. C'est-à-dire que bon, en général, de toute façon, les implants tissue level, ils ne cassent pas. C'est plutôt les implants bone level ou intra-bone level. Où on peut éventuellement avoir des emmerdes sur les tissus level, c'est une fracture de vis à l'intérieur. Et parfois, qui peut être aussi emmerdante, enfin, quoi, en général, moins emmerdante à retirer que les implants enfouis, quoi. Les implants tissu level sont beaucoup plus accessibles que les bonnes level. Mais c'est vrai que celui-là, il me plaît particulièrement bien parce que
il est tellement costaud qu'au pire, on peut même tout retailler dedans et puis ensuite sceller quelque chose. C'est des implants qui peuvent être utilisés en scellement aussi. Voilà un autre cas d'une 36 qui a pas de racines exploitables. Je vous montre la radio. Donc, c'est un patient qui voulait tout d'un coup, quoi. Il était pressé. Donc, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'os ici, pas beaucoup d'os là. Ça, c'est un porte-à-faux. Si on met un implant ici, ça va tout lâcher. Donc, on a coupé ça, on a extrait ça et voilà la planif. Donc, au début, je voulais lui en mettre un peu plus, mais il m'a dit non, mais 4 seulement. Donc, question de mutuelle, on attend, on lui pose que 4. Alors évidemment, quand on extrait, on pense tout de suite à Gary Finel, qui est celui qui a propagé ce qu'on appelle le SSA, le Socket Shield Abutment. Il a commencé par faire ça avec des bouts de résine, et puis ensuite il a fait ça avec un ordinateur, il a utilisé son prothésiste, tout ça. Ça coûte du pognon, ça prend du temps, il faut avoir le prothésiste pas loin. Quand tu fais, ou alors la machine, la castillage, moi ça me saoule un petit peu. Donc, et puis ça coûte cher. Alors évidemment, les fabricants se sont emparés du truc, ils ont dit ouais, on va vous mettre des trucs vachement simples. Donc ils ont sorti des trucs en pic pour mettre sur les implants. Comme l'IRA ETK a fait des e-physio pour plein de marques, ils se sont dit tiens, on va en faire pour plein de marques. Et ça vous dépensez des sous pour un truc provisoire pour pas grand-chose. Bien, ben voilà ce qu'on a fait. On a utilisé des Magic Core en bas parce qu'il n'y avait pas un os d'aimant, et puis en haut d'autres implants. Et voilà mon socket shield abutment, c'est pas un abutment, mais mon socket shield à moi. Un bloc de collagène qu'on écrase, on le transforme en crêpe, on utilise une très fine, on fait un trou au milieu et puis on peut le découper un petit peu et ensuite on le met autour. Et sur cette image, c'est une image à 3 jours. Le patient avait une petite douleur, alors il était inquiet. On l'a revu à 3 jours et là on le revoit à une semaine. Et vous voyez l'aspect que ça peut avoir à une semaine, c'était vraiment nickel. Et ça coûte quoi hein, un bloc de moins de 5 euros. Et vous l'écrasez, ça prend 5 minutes à vous faire votre socket shield avec ce truc-là. Et je mets un peu de comblement, bien sûr. Voilà un autre cas où on a utilisé du comblement. C'est une 45, il y avait un bridge. On va regarder ça tout de suite. Donc là, voilà, cette 45, il fallait couper ici, mettre 2 implants là, et puis en rajouter un là. On avait quand même un peu plus de hauteur, là, c'était plus sympa. Et ici, il y a un défaut, ressemblant à une fêlure ou quelque chose qui se passe en latéral. La patiente, c'est la mère de mon prothésiste, il fallait vraiment que je fasse bien. Voilà l'aspect que ça peut avoir au niveau du défaut. Donc, je vais utiliser un CUF de 5, vraiment bien haut, de façon à m'éloigner du risque de perte, et je vais rajouter de l'os de ce côté-là. Voilà l'aspect final. Vous voyez ici, c'est l'alodine, ce produit-là. J'aime beaucoup l'alodine parce que, un, il est pas cher, et deux, la granulométrie est sympa, et la quantité vraiment correspond à ce qu'il faut pour boucher les trous d'une alvéole. Je n'irai pas le mettre dans des grandes reconstructions, dans des ROG ou des choses comme ça, mais vous comprenez qu'avec ce type d'implant, les ROG, ça devient beaucoup plus rare, quoi. Donc, on n'utilise que des petites quantités de matériaux. On pose les implants en général dans l'os natif, ce qui est beaucoup plus favorable que dans l'os greffé. Donc voilà les extractions, on pose les implants et il y a des vis de cicatrisation, on fait les tests ISQ, on a d'excellents rapports. Donc ça, c'était juste après la pause. J'ai pas refait des radios parce que je savais pas que j'allais l'utiliser pour ce webinaire, hein, bien sûr. Et puis voilà, les prothèses sont en place. Un autre cas, extraction d'une racine fêlée. Il y a un granulome latéral, on ne le voit pas parce qu'il est de l'autre côté. Et c'est une dent plutôt balèze, quoi. On aurait bien aimé pouvoir la conserver, mais il y avait un souci d'infection. Donc voilà la planif. Là encore, on voit très très peu d'os vestibulaires et beaucoup d'os en palatin. Et il faut pas se louper le nerf qui est juste en dessous. Voilà, on extrait, on voit la fêlure, on voit la granulome apical.
et on pose l'implant. Je n'étais pas très très content, j'avais pas de stock avec un implant un petit peu plus long et un cuff un petit peu plus haut. C'est pas trop ce que c'est que cette image ici. Et évidemment, ben, l'implant, il n'a pas tenu. C'est logique. Pourquoi il n'a pas tenu? Parce que il a dévié par rapport à mon système. J'aurais dû le pousser un petit peu plus, descendre avec mon forêt qu'on a vu tout à l'heure un petit peu plus bas, mettre cette pièce qui va me guider ensuite. Cette pièce, elle est installée grâce à ce truc-là. On le met en place, parce que sinon, il n'est pas bien positionné. Et ensuite, on passe le trépan. Comme le trépan est guidé, il va venir s'ancrer comme prévu ici. Pour ça, il faut qu'il descende un petit chouille plus bas. Donc, on utilise ce truc-là, on descend de 1 millimètre ou 2 de plus, et ça va permettre la tenue. Bon, comme c'était le praticien qui suivait cette dame, c'était une stromanienne, ben, on lui a mis un stromanienne. Mais on a attendu 4 mois. Voilà un autre cas. Ben, bien sûr, il fallait que je mette un échec, hein, sinon c'est pas crédible. Voilà un autre cas d'extraction implantation où j'ai fait un petit peu plus attention ce coup-là. Vous voyez que là encore, c'est encore pire au niveau os cortical de ce côté-là. Donc, il faut être vraiment doux sur l'extraction. De plus, c'était une dent qui était qui était une fracture liée à une ankylose, due à une résorption externe. Donc, on a morcelé, on a fait ça vraiment piano, et on a cherché un implant plus long que la racine. Là, on s'en fout, il n'y a plus de nerfs à part l'incisal, donc on peut y aller. Et on va utiliser le système de, de tarot pour arriver à avoir une bonne position. Donc voilà la photo que le correspondant m'a envoyée, voilà dans quel état il est arrivé, et l'aspect extérieur. Et voilà finalement la pose de l'implant. Et on a la vis de cicatrisation, le test ISQ, c'était vraiment tout bon. Donc là, ouf, je sais maintenant poser avec un implant avec un os fin en vestibulaire. On va voir un peu plus loin comment on gère le bourrage de matériaux. Ben voilà, c'est ça. Donc bah ça, c'était hier, donc c'était simple. Donc un copain qui vient du Portugal, il est 2-3 jours ici, il dit bon, il faut que tu m'arranges le coup. Bien, il avait cassé cette dent-là et il n'avait pas confiance dans ses collègues portugais, donc il a dit bon, tu me dégages ça et puis tu me mets un implant. Donc aussitôt dit, aussitôt fait. Alors il y avait un souci sur une autre dent, je lui ai fait la remarque, il me dit bon, tu m'arranges ça aussi, hein. Voilà donc l'aspect, la radio initiale. Vous voyez ici la carie sur la 44. Vous voyez ici la destruction et la fracture sur la 34. On voit que sur la 35, l'os est très très fin tout autour. La gencive est fine, il faut y aller mollo. Donc on y a été mollo. Voici la façon dont on va poser le matériau. Donc coude très fine. On utilise le forêt qui permet, enfin c'est pas un forêt, c'est le truc qui permet d'être sûr que le fond il soit bien nickel. Et on le laisse en place. Ensuite, on bourre avec de l'os de l'allodine, faut pas le citer, de l'os de l'allogreffe tout autour du forêt qui est relativement lisse et droit. Il est travaillant qu'au bout. Et on le retire délicatement par la suite. Et on fait tourner l'implant d'entrée et on se glisse dans le trou qui a laissé ça. Ce qui fait que l'os, il va pas se retrouver au fond, ou à peine, quoi. Et ensuite, on va aller rectifier la gencive en faisant le socket shield dont on a parlé tout à l'heure. Et comme c'est un implant qui a ce cuff qui est extrêmement favorable à la croissance gingivale, on va se retrouver avec de la gencive remontante tout ici. Bon, je ne vous ai pas mis les photos de l'autre côté, mais c'est pas grave. Voilà, l'autre côté, c'était un peu pareil. C'était un implant plus petit, plus fin, et ça s'est bien passé aussi. On voit que là, il y a un peu plus d'os tout autour. Voilà. Alors, bah, on en est à la 14 là, hein. Ici, on se retrouve avec quelque chose de très infecté. On va voir sur le site, là, il y a des fragments qui ont été oubliés, il n'y a plus grand-chose, c'est tout merdique. Classiquement, on se dit, bon, on va dégager ça, on va bien gratter, et puis on va laisser 6 semaines, on va faire une ROG. On dit non, maintenant on a le Manticore, donc on dégage, on utilise
ces espèces de petites lucas dentelées ici qui permettent de vraiment bien gratter. Une fois que c'est bien gratté, on met de l'oxygéné, un coup de laser et on va vraiment détoxifier et biostimuler à mort l'alvéole. Et après, ben, une fois qu'on a bien tout nettoyé, ça c'était l'aspect qu'il avait avant que je retire les petits fragments, on va pouvoir mettre notre implant et bourrer avec du bios, comme montré, enfin du bios, de l'allodine comme montré auparavant. Et voilà l'aspect final au moment du test. Et à la pause, Non, non, c'est un peu plus tard. c'est un peu plus. Ouais, il y avait un petit défaut de ligne de contour. Mais je suis confiant, ça va remonter. Voilà, alors des fois on fait aussi une extraction implantation immédiate d'implants. Voilà par exemple les implants IBS. Parfois le corps fait de 2, mais on a des spires qui font 3 ou qui font 3,5. Et ben parfois c'est bien utile. Voilà un cas par exemple, ma correspondante elle dit tiens, quand j'ai fait l'empreinte, au moment de dévisser, ça a tourné un petit peu, donc j'étais pas tranquille. Tiens, vérifie tout ça. Bon, c'est simple. La patiente, on la met sur le fauteuil de consulte, on tire l'implant et puis on en met un plus gros. Ça prend 5 minutes. Et voilà l'aspect final. Et le torque était tout à fait, enfin le test ISQ était tout à fait bon. Et voilà plusieurs, ça c'est à visite de contrôle à 1 an. Et tout se passe bien. Et vous voyez aussi que ces implants sont beaucoup plus petits au niveau du corps, mais que l'aspect transgingival est plus gros qu'ici. Pourquoi? Parce que ce multi-unit et ce cuff qu'il y a par-dessus, c'est ça qui donne la solidité de l'implant. Ah oui, c'était un cas très amusant avec des implants de 4 mm, de 6 mm, des 3 mm en. Voilà, quoi. Donc on s'est amusé sur ce cas-là. Voilà un autre truc. Bon, j'avais extrait une dent, j'ai mis l'implant. C'était pas terrible. Je trouvais qu'il tenait, l'ISQ montait pas bien, donc j'ai préféré le virer et de mettre un plus gros patapouf. Et j'ai mis en charge très rapidement, peu après, avec un bridge provisoire, des dents provisoires, parce que c'était les vacances et il en avait marre d'être sous dentier. Et je lui ai fait oui, il n'y avait pas de dentier parce que le problème, quelque part, de tous les implants en tissu level, c'est que c'est pas évident de mettre un dentier par-dessus. Donc, si vous avez besoin de mettre un mobile provisoire, il faut plutôt passer par des gouttières qui laissent beaucoup de marge par en dessous, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'impact du provisoire mobile sur les têtes d'implant. Qu'est-ce que tu veux dire par gouttière? Les gouttières, genre Invisalign, peuvent être camouflées avec un peu de peinture à l'intérieur et ça permet d'avoir un aspect esthétique correct. On n'aura pas l'aspect fonctionnel, mais on aura l'aspect esthétique. Donc, et souvent, déjà, c'est bien pour les gens. Après, c'est une question de discours, de dialogue. On arrive vraiment à avoir quelque chose de sympa dans le relationnel si les gens comprennent que ces implants-là nous rendent vraiment service. On va voir d'ailleurs que un peu plus loin, un autre cas intéressant. Voilà, on peut aussi utiliser un implant de plus petit diamètre. On n'est pas obligé de mettre un plus gros. Voilà. Là, c'était un cas. Donc voilà une personne qui était dont la famille travaillait chez Straumann. Non, mais il faut nous mettre des Straumann partout, à moi. Puis heureusement, la personne a été virée de chez Straumann ou a changé de poste, et donc j'ai pu faire ce que je voulais derrière. On voit que dans ce cas-là, j'avais posé 2 Straumann TLX à l'arrière. On voit qu'autant celui qui est tout à fait derrière, il tient bien, mais celui-là, il ne fait pas confiance, quoi. Et puis devant, mes greffes n'avaient pas été extraordinaires. J'avais eu des pertes autour de certaines vis, donc j'étais content de ne pas mettre des Straumann, même des 3-3, parce que j'allais pouvoir utiliser mes implants de 2 de corps avec une bonne tête par-dessus. Voilà, et pour ça, on utilise des systèmes d'expansion. Donc, dans la trousse, vous pouvez utiliser bien sûr ces forêts-là, mais vous avez aussi des forêts enfin des systèmes chez IBS qui vous permettent de repousser pour créer plus de volume au niveau enfin, faire des sinus lifts par voie crestale. Donc, ça s'appelle le BEB. On va le voir petit. Ben, j'ai déjà montré tout à l'heure. Donc, voilà le cas de cet implant-là qui a été déposé et j'arrivais pas à avoir un ISQ suffisant à ce niveau-là. Et donc, ben, finalement, j'ai viré cet implant et
vous voyez, on est passé sur un implant plus petit, de plus petit diamètre, mais en le poussant un petit peu plus dans le sinus et en le déplaçant un petit peu. Voilà les autres implants, qui sont tous des IBS Magic Core, qui vont me permettre d'avoir une bonne stabilité. On a utilisé aussi des techniques de poche pour augmenter les volumes osseux vestibulaires. Voilà en gros plan. Donc, vous voyez la taille de cet implant-là par rapport à cet implant-là. Et pourtant, celui-là, il me donne beaucoup plus confiance dans l'avenir. Et les autres, des IBS aussi. Tu as passé tes implants entre les vis, c'est ça, ou juste derrière? Ça, là, ouais. Non, c'est plus les vis, ça, c'est les pins. Et... Bon, ceux qui ne me gênaient pas, je les ai laissés. Euh, dans ce cas-là, bien sûr, beaucoup de gens nous diraient on va mettre des all-in, mais je ne suis pas fan du all-in, moi, parce que quand je vois les katas qu'il peut y avoir sur les all-in et les soucis que ça nous entraîne à gérer régulièrement tout ce qui est maintenance, il faut démonter, il faut virer les trous, virer les vis, remettre des vis, changer les vis, désinfecter, rebriefer les gens sur leur hygiène. Souvent, il y a des périimplantites qui se déclenchent. J'ai une grosse préférence pour ce type de prothèse qui va être beaucoup plus fiable et beaucoup plus facile à gérer dans le temps. Ou alors, à la rigueur, quand on fait des halls, je préfère utiliser des conus ou des locators. Les gens, il n'y a pas de problème au niveau esthétique, il n'y a pas de problème de chuintement, il n'y a pas de problème au niveau fiabilité implantaire, au niveau maintenance. C'est hyper simple. Les conus, c'est un vrai rêve, quoi. Il y a... Ouais, faites voir. Bon, c'est bon. Continue à bien nettoyer. Les locators, il faut changer les caps de temps en temps, mais c'est aussi très simple. Vous avez d'autres systèmes dans le même genre, mais quand on veut faire de la fixe absolument, ben, il vaut mieux passer par du tradi. Voilà, donc c'était un petit peu ce que je voulais. Alors, je sais pas, c'est pas ma slide, ça. J'avais mis des trucs différents, mais c'est pas grave. Think Different, c'est le slogan d'Apple. Donc, je pense que c'est aussi un gars, le créateur d'Apple était un gars tout à fait extraordinaire. Euh, la virgule de Nike, c'est aussi un symbole, just do it. Ça veut dire que ben, vous avancez petit à petit, vous acquérez de l'expérience, vous acquérez du savoir-faire et ça vous aide. Et petit à petit, vous vous rendez compte que on peut faire simple, mais il faut savoir où on va. Voilà. Donc, merci beaucoup, Dr. Creighton. Là...